Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Un important dispositif sécuritaire a quitté le camp militaire Sangoulé-Lamizana ce 17 janvier pour le nord du pays. Les troupes en partance vont relayer celles qui assurent la sécurisation du Sahel. Une équipe est allée constater le départ du convoi militaire cet après-midi. Les détails dans ce journal. Le civisme comme module d'enseignement à l'école burkinabé, c'est le plaidoyer formulé par des acteurs du système éducatif. Il se base sur une étude menée sur l'incivisme dans les établissements. À Ouagadougou, ils veulent que l'enseignement du civisme soit effectif du primaire à l'université. Tout d'abord, le point sur des audiences accordées par le chef de l'État. Il a été question de l'emploi des jeunes, mais aussi de religion avec la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso. Avant cela, Roch Kaboré s'est entretenu avec les membres de la CENI qui comptent faire du vote des Burkinabés de l'étranger une réalité en 2020. Le point avec Isiaka Ouedraogo et Estelle Judith Assogba. Cette audience des membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI avec le chef de l'État a un double objectif. Présenter l'équipe que dirige Newton Ahmed Bari depuis le 1er août 2016 au président Roch Marc Christian Kaboré et lui faire part des défis de l'institution dans le cadre du cycle électoral 2016-2020. Le défi le plus important sur lequel évidemment nous communiquons nous depuis longtemps, c'est l'organisation et la réussite du vote des Burkinabés de l'étranger. Nous avons exposé au président les préliminaires, les travaux que nous avons déjà faits. Nous avons essayé de dégrossir un peu le processus. Nous lui avons exposé donc les grands traits du processus que nous proposons qu'on puisse mettre en place. Ensuite, il y a aussi la consolidation de l'institution. À la suite des membres de la CENI, c'est la Fédération des associations islamiques du Burkina qui a été reçue par le président du Faso. Au nom de l'ensemble de la communauté musulmane, la fédération est venue traduire sa gratitude à Roch Marc Christian Kaboré pour le retrait du projet de loi sur la liberté religieuse. Elle a aussi évoqué un certain nombre de préoccupations de la communauté musulmane. Il y a notre lecture même de la laïcité, ce que nous avons comme compréhension. Nous avons exposé la position des musulmans qui voudraient voir une laïcité qui puisse garantir en tout cas la paix entre les différentes communautés religieuses de ce pays et renforcer le vivre ensemble exemplaire que nous avons dans ce pays. Et nous avons aussi la question de nos arabisans et de nos écoles médersa qu'on a pu évoquer avec son Excellence pour qu'ils puissent savoir comment ces dispositifs fonctionnent et quelles sont leurs préoccupations actuellement. C'est Afrique Lands First Group qui a clos le balai des audiences en cette matinée. Le président de cette structure dit être venu échanger avec le président Roch Marc Christian Kaboré sur des sujets concernant l'entrepreneuriat au Burkina Faso. J'ai été invité par le chef de l'État pour discuter avec lui deux problèmes essentiels. Le premier, c'est dans sa politique globale de promotion de la jeunesse et de l'entrepreneur burkinabé. Le deuxième, qui fait partie de sa politique générale, est la promotion de la richesse dans les milieux défavorisés. Dans cette lancée, il envisage ouvrir une succursale Afrique Land First Bank au Burkina. À présent, ce qui a été donné à voir cet après-midi du côté du camp militaire Sangoulé-Lamizana, un convoi composé de troupes et de matériel militaire et dont vous vous en doutez, donc les effectifs sont inconnus, donc a quitté le camp pour la région du Sahel. Les troupes vont relayer celles qui sont déjà sur place depuis décembre pour la sécurisation de la partie frontalière Burkina-Mali. Constat, Ibrahim Assombier, Oumar Zombri.
Ces véhicules qui sortent du camp Sangoulé-Lamizana avec à leur bord des troupes et des matériels militaires convergent tous vers le nord du Burkina Faso. Ces hommes partent assurer la relève de ceux déployés sur le front depuis le 25 décembre dernier. L'objectif militaire est clair, contrôler la partie septentrionale du pays et selon la hiérarchie, il y a suffisamment d'hommes pour mener à bien cette mission de protection et de défense de cette partie du territoire national. Nous avons déployé un effectif qui nous permet de protéger la population, qui nous permet de nous protéger. Sur le plan du personnel, je dirais que ceux que nous avons rencontrés, en tout cas, ils ont le moral pour y aller. Ils vont pour défendre leur pays. Je dirais également que nous comptons sur le soutien de la population. Le soutien de la population, voici un maillon essentiel dans la réussite de la tâche des hommes sur le terrain, selon le colonel Yves Tombiano. Et à ce propos, le chef de la division des opérations de l'armée de terre appelle la population à collaborer et à éviter les zones d'opération. Nous avons eu des cas malheureux, des gens qui ont franchi notre dispositif. Il y a eu une réaction de nos hommes. C'est des cas déplorables. Nous présentons sincèrement nos condoléances aux familles. J'aimerais également demander à la population de respecter les consignes de sécurité qu'il y a dans ces sites, surtout de nuit, qu'ils ne viennent pas à l'intérieur de notre dispositif et qu'ils collaborent. Le colonel Yves Tombiano exhorte la population à ne pas hésiter à fournir des renseignements aux forces armées nationales, car selon lui, c'est par des efforts conjugués entre civils et militaires que le Burkina Faso viendra à bout de ces attaques et de ceux qui en sont les auteurs. La capitalisation des efforts et les échanges d'informations, voici les armes retenues par les autorités régionales burkinabè et nigériennes réunies à Fadadungourma dans l'est du Burkina. Elles ont eu une rencontre d'amitié et de travail sur la criminalité transfrontalière et le terrorisme. Les détails avec Aimé Douamba et Mahamadi Ouedraogo. Les autorités de la région de Tillabéri du Niger échangent à bâtons rompus avec leurs homologues du Sahel et de l'Est du Burkina Faso. Objectif, parler le même langage dans la gestion des questions sécuritaires, notamment la criminalité transfrontalière et la lutte contre le terrorisme. Les questions liées à l'environnement et à la transhumance entre les deux pays sont également à l'ordre du jour. Cette rencontre a été initiée par nos autorités ministérielles en charge de l'administration pour renforcer la coopération transfrontalière entre les régions du Burkina et celles du Niger qui partagent les mêmes frontières. Aujourd'hui, c'est ensemble que nous allons dorénavant aborder la question sécuritaire au niveau de nos différentes frontières. Au terme de ces travaux en plénière, les délégations formulent des recommandations en vue de booster le développement des deux communautés, mais aussi de préserver la cohésion sociale et la paix entre les deux nations. De mettre l'accent sur la communication entre les dites autorités, d'accélérer le processus de bornage de la frontière de manière conjointe et de sensibiliser les éléments de Corée sur la non-violation du territoire, de sensibiliser les éleveurs sur les documents comme le certificat international de transhumance et les documents personnels. Il a été préconisé une lutte acharnée contre la prolifération des armes à feu, un suivi et une sensibilisation des organisations religieuses radicales et idéologiques pour lutter efficacement contre le terrorisme. Tout en souhaitant la pérennisation de ce partenariat, les chefs des délégations promettent tous de porter ces doléances aux plus hautes autorités du Burkina et du Niger. Le feuilleton se poursuit au tribunal militaire de Ouagadougou. Le procès des militaires inculpés pour association de malfaiteurs, détention illégale d'armes et complot est à son 9e jour. Ce 17 janvier, la défense était appelée à la barre. C'était une valse de plaidoirie pour défendre les inculpés. Roger Bebamba, Zoubaviel, David Dabiri. Au tribunal militaire, l'heure est aux plaidoiries. Et chacun y va de sa stratégie pour extirper son client des filets de l'accusation, pour paraphraser certains avocats. Pendant près d'une heure d'horloge, Maître Christophe Birba, avocat commis d'office à la défense du sergent-chef Ali Sanou,
tente de démonter l'argumentaire de l'accusation, en fondant son raisonnement sur la thèse du complot qu'auraient mûri certains officiers supérieurs contre son client. L'avocat évoque une vidéo de réunion entre l'état-major général des armées, dirigé alors par le général Pegrenoma Zagré, et les militaires de l'ex-RSP. Réunion au cours de laquelle, précise-t-il, le général Pegrenoma Zagré aurait eu vent des projets criminels du général Yacouba Isaac Zida. Toujours selon Maître Birba, le refus par Madou Ouedraogo et ses frères d'armes d'exécuter ce projet leur vaut aujourd'hui ce qu'il qualifie de traquenage judiciaire. Du reste, Ali Sanou était hors du territoire national au moment des faits, selon son conseil. En somme, dira Maître Christophe Birba, il faut relaxer ces jeunes soldats qui ne sont que des victimes collatérales des projets de certains chefs militaires. Maître Bali Baziemo, commis à la défense du soldat de deuxième classe Thierry Kabouré, embouche la même trompette et dénonce ce qu'il qualifie de poursuite sélective, faisant allusion au refus du tribunal de faire comparaître les généraux Pegrenoma Zagré, Yacouba Isaac Zida et le caporal Ido Claude. Dans tous les cas, les avocats refutent les éléments de preuve avancés par l'accusation au cours des réquisitions. En l'occurrence, les éléments sonores qui, estime-t-il, n'ont pas été présentés devant le tribunal et contradictoirement discutés conformément aux normes d'un procès équitable. Il dit s'en remettre à l'intime conviction du tribunal militaire pour disculper leurs clients. Les plaidoiries prennent fin demain, mercredi. Et nous poursuivons ce journal avec ce montant. Plus de 700 millions de francs CFA alloués à l'enseignement, à la formation technique et professionnelle. Le ministre en charge de la jeunesse a procédé à la signature d'une convention avec le programme d'appui chargé de la mise en œuvre de cette politique. Les détails avec Souleymane Sanou et Draman Guéné. Ainsi, les cordons de la bourse se délient pour le programme d'appui à la politique sectorielle d'enseignement et de formation professionnelle. Cette signature de convention porte sur un financement de plus de 700 millions de francs CFA. C'est un prolongement du protocole de financement commun entre 7 partenaires techniques et financiers européens. Notre ministère est fortement impliqué dans la dynamique de la formation professionnelle et c'est le sens de cette CERNI qui rentre en droite ligne et avec les priorités du gouvernement, les priorités du PNDS, les priorités du programme quinquennal de son Excellence Roch-Marc Christian Kabouré, qui veut faire du capital humain un vecteur de la croissance au Burkina Faso. Adopté depuis 2008, ce programme concerne les départements ministériels dont la première mission sont l'éducation et la formation professionnelle. Il s'agit entre autres du ministère de la Jeunesse, des Enseignements, de l'Agriculture. Pour nous, ça représente des instants très forts de décision, d'engagement, de responsabilité pour permettre à des formateurs au métier des centres d'éducation de base non formelle de s'approprier les documents référentiels de formation des CBNF. Le ministère en charge de la jeunesse appelle ici l'ensemble des bénéficiaires du programme à une bonne coordination des actions et à une meilleure communication pour plus de succès. Restons encore dans le système éducatif pour parler de cette vision, l'enseignement du civisme dans les écoles et universités du Burkina. Des acteurs en sont les farouches partisans et sont réunis autour de cette question à Ouagadougou. Une étude menée sur l'incivisme dans les établissements est arrivée à la conclusion que l'enseignement de modules sur le civisme serait un véritable atout. Yacouba Gamene et Tanga Kafando nous en disent plus. Faire de l'école burkinabé un havre de paix et y restaurer les valeurs morales, c'est ce à quoi s'attellent les différents acteurs de l'enseignement et de la promotion civique réunis à cet atelier. Les participants réfléchissent sur l'introduction des modules sur le civisme dans les différents ordres d'enseignement. Le processus est un peu long, mais l'essentiel, c'est de pouvoir l'entamer. Nous l'entamons en collaboration avec les ministères en charge de la question de l'éducation. Nous avons déjà un premier pas avec le rapport diagnostic qui a été élaboré et qui a pu faire des recommandations sur la nécessité même d'introduire et de dynamiser là où c'est déjà enseigné l'enseignement du civisme dans les différents ordres d'enseignement. Le phénomène de l'incivisme va grandissant ces dernières années au Burkina Faso et au-delà de l'enseignement, c'est également par le comportement qui viendra la solution. Une chose est d'enseigner les questions du civisme, les questions des droits humains. Une autre chose aussi
et par le comportement de ceux qui les enseignent, de ceux qui gouvernent, d'avoir donné ce symbole. Et je crois que nous sommes conscients, et si vous avez suivi le discours du chef de l'État, il a été fait appel à tout le monde, que vous soyez ministre, que vous soyez directeur général, que vous soyez conseiller technique, c'est ensemble, dans le comportement de chacun, que nous devons. C'est une façon aussi d'enseigner. Repenser l'école, c'est l'objectif du document qui sera validé à cette rencontre, un document qui servira d'outil de référence pour la lutte contre l'incivisme en milieu scolaire. Elle était menacée de quitter ce milieu scolaire par manque de moyens. Pourtant, ses résultats sont des plus exemplaires. Et c'est ce que nous vous avons révélé dans un reportage la semaine dernière. Eh bien, Inès Sangré peut encore espérer devenir médecin et se consacrer à ses études. Plusieurs personnes morales et physiques ont marqué leur engagement à lui offrir des conditions scolaires adéquates, dont le ministère en charge de la femme. Désiré Ilboudo et Mahamadi Ouedraogo nous livrent l'épilogue de cette belle leçon d'espoir. Inès Sangré va pouvoir rejoindre ses camarades et réaliser ses rêves. Suite au reportage portant sur son abandon des salles de classe, diffusé par la RTB le 14 janvier 2017, le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, en collaboration avec des personnes ressources de la province du Kourou-Tenga, a immédiatement réagi. Arrivé à Koupéla, nous avons tenu aussi à échanger avec les autorités sur place. Selon leur dit, c'est depuis le 21 décembre passé qu'ils ont tenu l'excellence au titre de la province pour l'année 2016. Ils avaient déjà entrepris la demande pour lui trouver une place dans un lycée à Koupéla, c'est déjà un acquis. Et aussi, il y a un centre. C'est une association qui vient en aide aux jeunes filles, voilà, à Koupéla, qui va l'héberger. Donc elle sera là-bas pour pouvoir aller suivre les cours au niveau du lycée qui a été retenu pour elle. Mais c'est une élève que nous allons aussi suivre de près pour la suite. Voilà, les années à venir, c'est sûr que nous allons aussi l'accompagner pour sa scolarisation. Cette décision vient soulager la mère de l'élève Inès Sangré. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé pour que mon enfant reprenne les cours. Vraiment, les mots me manquent. Selon la directrice régionale en charge de la femme du Centre-Est, d'autres actions humanistes sont en perspective en vue de soutenir Madame Sangré dans la gestion de sa famille. Tout autre chose à présent, le regain de froid que connaît le pays profite bien à certains, les vendeurs de vêtements chauds. Une équipe de reportage a fait le tour de quelques points de vente de pullovers et autres accessoires de protection contre le vent et le constat est bien tranché. Les commerçants sont contents, les clients un peu moins, car ils estiment que les prix sont élevés. Reportage signé Adama Guiti, Fanta Kando et Bouma Ernest Nebier. Des habits pour se protéger du froid. Ici, il y en a de plusieurs modèles et qualités. Nous sommes au marché de Gonguin à Ouagadougou. Moussa Nikema fait de la vente de friperies son activité depuis une vingtaine d'années. Les mois de décembre, janvier et février constituent pour lui une période de vache grasse. Comme c'est se protéger, ça fait que les gens viennent payer. Moi, je peux vous dire que, des fois, une fois qu'il y a la fraîcheur, moi, je peux vendre 10 à 12 pulls. Des fois plus, surtout au niveau des enfants. Le vent sec, froid et poussiéreux de l'harmattan peut être source de plusieurs maladies infectieuses. Pour se protéger, la population se tourne donc vers les pullovers et autres vêtements contre le froid. Je suis venu chercher les pulls, comme il y a trop de fraîcheur, pour me protéger. La fraîcheur qu'on vit actuellement n'est pas ça, il y a trop de vent. Pour se protéger contre les bronchites, la pneumonie, tout ça là. Je suis venue pour payer des pantalons pour ma petite fille. Parce qu'il y a la fraîcheur, il y a trop de maladies. Je dois la protéger. Pull, blouson, chapeau, écharpe, tout y passe en ce moment. Pour ce qui est des prix, clients et vendeurs apprécient différemment. Les prix sont bien pour les vendeurs, mais pas pour les clients. Je voulais un blouson que le vendeur a refusé de me céder à 2000 francs. J'ai donc pris un de 1000 francs. C'est un peu cher par rapport au moment de la chaleur. Au moment de la chaleur, c'est un peu moins cher. Mais au moment de la fraîcheur, là, tout est cher. Quand c'est nettoyé, ce n'est pas cher. Quand ça quitte l'Europe, c'est moins cher, mais ce sont les taxes et les coûts de transport qui font que les prix augmentent.
En attendant au moins la mi-mars, fin de la période de l'harmattan, la vente des vêtements contre le froid continuera certainement à drainer du monde. Cela au grand bonheur de leurs vendeurs. Parlons à présent production d'or au Burkina. Le pays fait partie du top 5 des producteurs d'or du continent avec un secteur minier qui a connu un cycle complet. D'abord une hausse, puis une baisse, mais également une crise financière. Ces annonces ont été faites au cours d'une conférence de presse animée par les nouveaux dirigeants de la Chambre des mines du Burkina. Pawan Drogo, Jean Zongo et Yolande Lompo nous présentent cette équipe. À la Chambre des mines du Burkina, le docteur Élie Justin Ouedraogo passe le témoin à Tidiane René Barry, celui-là même qui a œuvré de par le passé à la promotion de l'industrie minière en qualité de vice-président de la dite chambre. Actuellement directeur des affaires corporatives d'une société minière de la place, c'est un homme averti qu'il prend les rênes de cette structure pour un mandat de 2 ans. Nous allons faire en sorte que la Chambre des mines puisse vraiment mettre l'accent sur une communication vraiment permanente avec l'ensemble des parties prenantes du secteur minier et même l'opinion publique de façon générale. Le secteur reste toujours incompris et il nous appartient donc de jouer notre partition, faire en sorte que les gens sachent que c'est un secteur qui représente un vrai levier pour le développement économique et social de notre pays. Nous mettons l'accent notamment sur les questions de responsabilité sociale de l'entreprise, de nos membres. Nous mettons également l'accent sur la fourniture locale de biens et services miniers. Sitôt la passation de charges terminée, la nouvelle équipe a animé une conférence de presse pour mieux faire connaître les actions menées par la CNB. De 2008 à 2015, le secteur minier a apporté près de 916 milliards de francs CFA de contributions directes au budget de l'État. Et en vue de limiter les conflits sociaux dans ce secteur, la Chambre des mines du Burkina, créée en 2011, est en négociation avec les partenaires sociaux pour l'adoption d'une convention collective sectorielle. Suite aux nombreux accidents mortels, incluant les transporteurs en commun, le gouvernement avait adopté un décret portant obligation de limitation de vitesse à 90 km/h. Cependant, il manquait un dispositif permettant de contrôler ces véhicules. Mais depuis ce jour 17 janvier, c'est chose faite. Le Centre de contrôle des véhicules automobiles s'est doté de ce dispositif de contrôle. Témoignage Nongba Kouda, Maïmouna Traoré. Le conducteur de ce car de transport en commun a beau appuyer sur l'accélérateur, la vitesse maximale n'excédera jamais 90 km à l'heure. Ainsi le recommande la loi sur la limitation des vitesses. 50 km à l'heure en agglomération, 90 en hors agglomération et 80 km à l'heure pour les véhicules transportant des matières dangereuses. Nous avons commencé par les véhicules de transport de personnes de plus de 50 places. Parce que ce sont eux qui ont créé l'émoi qui a suscité donc la prise de cet arrêté. Mais bien sûr, au-delà, il y a les véhicules de entre 30 et 50 places qui seront concernés. Mais je peux vous dire que les tracteurs routiers sont déjà presque tous équipés de limiteurs. Sauf que souvent, c'est limité à 105, 110. Alors que pour les tracteurs, chez nous, c'est limité à 80. Les propriétaires de véhicules de transport routier ont 3 mois pour se conformer à la loi en y installant un limiteur de vitesse. Tous les cars du Burkina Faso devront passer ici parce que c'est même inscrit maintenant dans les documents du centre de contrôle automobile. C'est un motif d'échec pour avoir la carte de visite technique. Les transporteurs routiers, à travers leurs représentants, ont salué la mesure et rassuré les autorités quant au respect de la loi. Nous, on n'achète pas ces véhicules pour tuer les gens, c'est commerce. Quand ça arrive, c'est risque de métier. Sinon, quand ça arrive, nous ne sommes même pas contents. Donc, vraiment, nous sommes très satisfaits avec ces mesures. Et pour minimiser les risques d'accident, les transporteurs routiers devront également respecter la réglementation sur les temps de conduite et de repos. La durée totale maximale de conduite ne doit pas dépasser 9 heures par jour et le chauffeur a droit à un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. Davos.
Du sport et en direction le Gabon où se joue la 31e Coupe d'Afrique des Nations. La poule A entame demain sa deuxième journée. En premier match, les Panthères du pays organisateur seront aux prises avec les Étalons. À la veille de cette rencontre tant attendue, comment se porte le 11 national? Nos envoyés spéciaux Arthur Ouedraogo et Mahamadi Ouena nous livrent ici quelques éléments de réponse. Le match de demain sera la 8e confrontation entre les Étalons du Burkina et les Panthères du Gabon depuis 2010. Pour l'instant, la balance pèse en faveur du Gabon qui totalise 3 victoires, 3 matchs nuls pour une seule victoire du Burkina. Une victoire enregistrée le 16 septembre 2013 quand Paulo Duarte était aux commandes des Panthères. Et sur la seule opposition entre Panthères et Étalons en phase finale de CAN. Les Panthères s'étaient imposés sur le score de 2-0 en 2015 à Malabo. C'est donc deux équipes qui se connaissent bien et qui se respectent mutuellement qui vont s'affronter pour ce premier match de la deuxième journée de la poule A. Le football, quand on joue, on prend beaucoup de plaisir. Voilà, on prend beaucoup de plaisir et je pense que voilà, tout le monde prend du plaisir sur le terrain. Et voilà, donc je pense que demain ça va être un très très bon match, un match ouvert. Et voilà, je pense qu'on va continuer à jouer sur cette lancée voilà, et pour essayer de faire un bon résultat demain. Pour Paulo Duarte, il ne sera en aucun cas question pour lui de jouer le match nul. Les Étalons vont aborder la rencontre dans l'esprit de la gagner, même si en principe, il revient au Gabon de faire le jeu. Dans l'adversaire, c'est pour analyser dans le match, et quand le match arrive, c'est pour jouer. Dans le match, pour moi, il n'a pas de blessure. Il y a 11 joueurs derrière, de l'autre côté, que ce soit le Gabon, que ce soit la Chine. Donc on va jouer pour gagner, on va dignifier le spectacle. Les Panthères du Gabon jouent à domicile et Paulo Duarte souhaite seul de toi impatient. Je suis sûr aussi que l'équipe d'arbitrage est consciente de la responsabilité de ce match. Il va faire aussi un grand match pour que la CAN réussisse, pour que la CAN donne une grande image. C'est le Gambien Bakary Gassama, l'un des meilleurs habits du continent, sinon le meilleur, qui dirigera ce match Panthère-Étalon. Espérons qu'il sera à la hauteur des attentes de Paulo Duarte, qui court après une première victoire avec les Étalons, après 6 matchs en phase finale de CAN. Et puis aujourd'hui, dans le groupe D, les Aigles du Mali et les Pharaons d'Égypte se sont neutralisés 0-0 sur la pelouse du stade de Port-Gentil. En première opposition, sur la même pelouse, les Black Stars du Ghana ont pris le dessus sur les Cranes d'Ouganda, 1-0 grâce à un pénalty transformé par André Ayou. La deuxième journée commence demain avec les oppositions du groupe A. Les Étalons seront donc face aux Panthères du Gabon à 16h au stade de l'amitié sino-gabonaise de Libreville. Et à 19h, vous aurez Cameroun, Guinée, Bissau. Toutes ces oppositions sont en direct sur la RTB avec un plateau d'animation à 15h avec Jean-Modeste Ouedraogo. Touabouam Evelyne Dabiré a retenu un seul sujet aujourd'hui pour sa revue de presse, la phase finale du procès des militaires de l'ex-RSP. Elle nous livre ici le contenu des parutions du jour. C'est la réquisition du parquet et les plaidoiries de la défense du procès des militaires de l'ex-RSP que rapportent les parutions de ce jour. Un procès pour détention illégale d'armes à feu ou de munitions, de complots militaires et d'associations de malfaiteurs, rappelle le journal Le Quotidien. Et à cette audience du 16 janvier, explique l'observateur Palga, le commissaire du gouvernement a rapporté les actes planifiés par les accusés. Attaque de la poudrière de Yimdi pour s'approvisionner en armes, attaque de la MACA pour exfiltrer les ex-RSP, attaque de la gendarmerie et des domiciles de certains militaires, exécution de certains officiers pour avoir permis la dissolution du RSP, avec un traitement spécial réservé au général Pengrenoma Zagré qui devait souffrir avant de mourir. Et en cas d'échec de l'opération poursuit l'accusation dans les colonnes de Sidoya, il prévoyait de piller la BCAO, de créer une rébellion et de prendre le nord du Burkina Faso, région minière. Pour ces faits, l'accusation requiert entre 24 mois avec sursis et 20 ans ferme. Une réquisition qui concerne aussi les 2 civils inculpés, en l'occurrence le conducteur du taxi-moto et le marabout, explique Le Pays. Aujourd'hui, au Faso, lui, rapporte les plaidoiries des avocats de la défense qui demandent au tribunal la relaxe de leurs clients ou, le cas échéant, la peine minimale contre eux, car pour les avocats, le dossier est vide. En rappel, ce procès s'est ouvert le 20 décembre dernier.
Les plaidoiries, elles, se poursuivent ce 17 janvier 2017, informe Le Pays. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève à 22h30. Christelle Paris vous retrouve pour le journal spécial de la CAN. Moi, je vous retrouve demain. Très bonne soirée sur la télévision du Burkina.